Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la saison 4 de Stranger Things. Donc voilà, on passera à la cinquième en fin d'année, puisque la cinquième sort qu'au mois de décembre, novembre-décembre, je crois, un truc comme ça, puisqu'il est en 3 parties. Bref, je lance l'enregistrement, on est bien. Stranger Things saison 4, une saison, à votre avis, qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que je trouvais que c'était nul, comme la saison 3, ou est-ce que j'ai bien aimé, comme la saison 1 et la saison 2? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Faites un petit commentaire. Non, je rigole. Bon, en vrai, j'ai adoré la saison 4. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à parler de Stranger Things sur mon Instagram perso, j'ai une pote qui m'a dit que effectivement l'avis général c'était que la saison 1 et 2 étaient très bonnes, et que il y avait une saison qui était plutôt mauvaise, voilà, que les gens de manière générale aimaient pas trop et tout ça. Mais je ne savais pas si c'était la saison 3 ou la saison 4. Euh, et effectivement, je me suis très vite rendu compte que c'était bel et bien la saison 3, qui est vraiment très mauvaise. Alors il y a quand même des bonnes choses dedans, on l'a vu la semaine dernière, mais de manière générale, ça reste quand même très mauvais par rapport au reste de la série. Et la saison 4, tu sens. En fait, on sent vraiment que la saison 3 n'a pas plu au public. Pour la simple et bonne raison que. Comment dire. On sent que ça n'a pas plu au public pour la simple raison que le ton a changé entre la saison 3 et la saison 4. Et ça veut beaucoup dire sur les audiences ou les retours de la série. Parce que si les gens avaient kiffé à mort la saison 3, en fait la saison 4 aurait été dans le même délire. Or, la saison 4 revient totalement sur l'ambiance des 2 premières saisons et non sur celle de la troisième. Donc, ce qui montre bien qu'effectivement, il y a une saison qui est moins appréciée que les autres. Après, de manière générale, la série reste qualitative, mais c'est vrai que la saison 3 fait quand même très tâche dans ce beau panorama. Donc, on va en parler de cette saison 4 petit à petit. Et puis, ensuite, en conclusion, je vous dirai ce qu'on fera encore autour de Stranger Things avant de passer euh, à, euh, à la saison 5 en fin d'année. Donc, le synopsis, qui est très long. Donc, la saison 4 se déroule en mars 1986, soit 8 mois après les événements de la saison 3. La saison est divisée en différentes intrigues. Donc, la première intrigue se déroule à Hawkins, où une série d'étranges meurtres d'adolescents commence à terrifier la ville. Eddie Munson, président du club Hellfire, Hawkins High School Dungeons and Dragons. Ah oui, ça c'est ce que signifie Hellfire, ok, non, même pas. Euh, ouais, bof. Donc devient le premier suspect des meurtres après que la capitaine des cheerleaders, Chrissy Cunningham, meurt dans sa caravane. Dustin Anderson, Lucas et Erika Sinclair, Max Mayfield et Steve Harrington, oula, oui, il y a trop de monde là-dedans. Nancy Wheeler et Robin Buckley commencent à enquêter pour innocenter Eddie. Ils découvrent que le vrai auteur de ces crimes est un monstre puissant vivant dans l'Upside Down, qu'ils nommeront plus tard Vecna. La deuxième intrigue concerne Mike Wheeler, visitant 11 Will et Jonathan Byers dans leur nouvelle maison en Californie. À cause d'événements à Hawkins et des dangers imminents pour ses amis, 11 va voir le docteur Sam Owens dans une facilité secrète. Hein? Ça veut rien dire ça. Dans une cachette secrète dans le Nevada afin de regagner ses pouvoirs, où elle est réunie avec le docteur Martin Brenner et est forcée de confronter son passé dans le laboratoire national d'Hawkins avec l'aide d'un réservoir d'isolement. L'armée américaine est simultanément en train de chercher 11, Mike, Will et Jonathan, et son nouvel ami Argyle dans l'espoir de trouver 11 avant qu'elle ne regagne ses pouvoirs. Putain, la traduction de Wikipédia est vraiment à chier. Bref, désolé, mais c'est la première fois que je me rends compte que la traduction de. Je sais pas qui a fait la traduction de la page Wikipédia, mais elle est vraiment nulle. Bref. La troisième intrigue, elle suit Joyce Byers et Murray Bowman qui s'aventurent en Russie après avoir appris que Jim Hopper serait toujours en vie. Dans le même temps, Hopper est emprisonné dans un camp soviétique dans Kamtchatka où lui et les autres prisonniers sont forcés de se battre contre des démons gorgons que les Russes ont capturés. Ouais, putain, elle est vraiment, vraiment très mauvaise la traduction. Bref, la fiche technique, c'est toujours la même, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai juste rajouté dans le casting Jamie Campbell Bower dans le rôle de Vecna ou de 1, ou encore Mason Dye dans le rôle de Jason Carver.
Voilà. Et au lieu d'avoir 8 épisodes, là, il y en a 9. Hein. Voilà, ils en ont fait 8, 9, 8, 9. On verra la saison 5 combien elle aura d'épisodes. Enfin, je crois qu'on le sait déjà, mais je me souviens plus. Bref, donc on rentre dans le vif du sujet. Donc en premier, donc avec Joss Byers, incarné par Winona Ryder. Donc le personnage dans cette nouvelle saison est plus, j'allais dire plus intéressant, mais pas tant que ça en fait, puisque en fait elle est souvent en arrière-plan. C'est-à-dire qu'en fait au début de la série, on apprend que voilà, que maintenant c'est elle qui s'occupe de 11 et tout ça, parce que bah, Hopper est mort, machin. Voilà. Et puis quand il reçoit la poupée avec un message pour dire que Hopper est toujours en vie, du coup elle part en Russie avec Bowman. Et en fait elle reste quand même assez secondaire, même très très secondaire, parce qu'en en fait elle est toujours en arrière-plan comme je disais, parce que bah, elle ne parle pas russe. Donc Bowman fait le plus gros du travail, elle est là, mais bon bah voilà, elle fait pas grand chose non plus. Elle va quand même aider à l'évasion de Hopper, tout ça à l'aide qu'il faut pour les gamins pile au bon moment. Ça, c'est un peu le truc qui m'a agacé, quoi. Vraiment, les mecs, ils disent, ouais, vas-y, pour aider les gosses, parce qu'on sait qu'ils sont en danger. Je sais même plus comment ils savent qu'ils sont en danger. Mais comme on sait qu'ils sont en danger, ben voilà, on va détruire les particules, ça leur les aider pour leur plan, machin, alors qu'ils sont même pas en contact avec les enfants, mais pile au bon moment, ils arrivent à tuer les démons gorgons qui font du mal à Vecna, tout. Enfin bref, ça, c'est le genre de truc qui m'agace un peu quand vraiment t'as les persos qui sont pas en contact, mais tout ce qu'ils font forcément arrive pile au bon moment pour la conclusion du méchant. Enfin, ça, j'ai un peu de mal avec ça. Ce qui se passait restait quand même très bien, mais tu dis franchement, les mecs ils arrivent pile au bon moment alors qu'ils sont plus en contact avec les enfants depuis un moment. Voilà, je sais même plus comment ils apprennent qu'il y a des problèmes aux États-Unis. Enfin bref. Jim Hopper, c'est un petit peu mieux, même s'il y a quand même un gros point noir autour de lui. Comme je disais, c'est mieux de son côté, tout simplement parce que son histoire est cool à suivre. Voilà, on le voit qu'en fait, au lieu de mourir, il a traversé euh, enfin, il a l'air d'avoir traversé le portail. On comprend pas trop ce qu'il a fait, mais il se retrouve avec les Russes. Du coup, les Russes, voilà, essayent de le faire parler et tout. Donc, comme il veut pas, finalement, ils le foutent en prison. Dans une prison où il y a des démons gorgons, des démons chiens et tout dedans. Voilà, histoire de faire un peu de fanservice, hein, très clairement. Et, euh, et du coup, bah, on le voit pendant toute la saison quasiment survivre dans la prison. Voilà, faire sa tentative d'évasion qui était plutôt cool. Voilà, donc tout ça jusqu'à ce qu'à la fin, voilà, ils affrontent le démon Gorgon qui rentre aux États-Unis et puis voilà, qu'on ait une fin plutôt sympa. Et franchement, j'ai bien aimé son parcours, à une chose près, c'est que j'ai pas aimé qu'on le fasse revenir à la vie. Alors je sais pas si à la fin de la saison 3, les gens ont gueulé sur la mort de Hopper et tout, enfin voilà, j'en ai aucune idée, mais pour moi il aurait dû rester mort. Parce qu'en fait, le fait qu'il soit encore en vie, pour moi, ça gâche plein de choses. Déjà, ça gâche le début de la saison 4 par rapport à Jane. Voilà, parce que toutes les scènes où tout le monde se moque d'elle parce que son père il est mort, qu'elle fait son diaporama en l'honneur de la mort de son père, machin. Euh, Bah, en fait, une fois que tu sais que Hopper il est encore en vie, bah, en fait, tout ça, ça perd en saveur. Ça n'a plus la même, ça n'a plus la même puissance. C'est-à-dire que quand c'est quelqu'un qui est vraiment mort, bah, les scènes sont vraiment puissantes, elles fonctionnent vraiment très bien. Mais quand tu dis qu'en fait le mec est encore en vie, bah, en fait, t'en as rien à foutre en fait. Parce que, bah, en fait, à quel moment tu veux rentrer dans ces scènes d'émotion, alors que toi, en tant que spectateur, tu sais que le mec est encore en vie. Voilà, pour moi, ça marche pas. Je suis désolé. Mais, en tout cas, le parcours de Hopper est vraiment cool. Ensuite, comme je disais, on a Jane Hopper, donc, qui a un début de série quand même assez long. Voilà, parce qu'on a tout le premier, voire même les deux premiers épisodes où on les voit en Californie, machin, c'est très long. Donc on la voit subir du harcèlement, qu'elle est triste de la mort de Hopper. Comme j'ai dit, sur moi en tant que spectateur, ça n'a pas marché parce que bah, on sait que Hopper est encore en vie. Donc voilà, j'en ai rien à foutre qu'elle soit triste parce que bah, moi je le suis pas. Voilà, si vous voulez qu'on soit triste, en fait, il fallait continuer de faire croire que Hopper soit mort ou alors, fallait juste le laisser mort. Et là, j'aurais été triste avec le personnage. Sauf que moi, je sais que le personnage est encore en vie.
Et du coup, bah, je suis pas triste avec le perso. Donc du coup, bah, sa tristesse, je suis désolé, mais j'en ai rien à faire. Je suis plus peiné par le harcèlement qu'elle subit que par le fait qu'elle soit triste de la mort de Hopper. Bref. Et le début, comme je disais, c'est un peu chiant. Voilà, on la voit vivre en Californie, on la voit un peu mentir à Mike en disant que tout va bien alors qu'en fait non. Et voilà. Et en fait, pour moi, son histoire, elle devient plus intéressante à partir du moment où Owens vient la récupérer, qu'elle va dans la zone secrète et que bah, du coup, elle récupère ses pouvoirs, notamment où on voit tous ses flashbacks dans sa vie avec bah, du coup les enfants qu'elle est censée avoir tués, mais que finalement on apprend que c'est pas elle, mais celui qui deviendra Vecna. Et toute l'histoire avec lui est plutôt sympa, même si ça fait. Enfin, on va en parler avec Martin Brenner, mais avec tous ces flashbacks et tout autour de Eleven, on est très clairement sur du retcon. C'est pas le plus dérangeant, mais on est quand même très clairement sur du retcon, quoi. Voilà. On nous dit oui, machin, voilà, a oublié juste ces moments-là, tu vois, elle a rien oublié d'avant, mais juste cette partie-là, les origines de Vecna, oula, comme par hasard, ça l'a oublié, mais pas les autres choses. Enfin, bref, c'est un peu ridicule, mais bon, les scènes étaient quand même hyper cool, franchement, j'ai beaucoup aimé. Et en plus, l'acteur Jamie Campbell Bower est un très très bon acteur. Voilà. Donc son parcours à elle, moi j'ai plutôt bien aimé. C'était plutôt cool, même si ça a mis du temps à arriver sur les moments où c'était intéressant. Michael Wheeler, bah il n'y a pas grand chose à dire sur lui parce que bah pareil, en fait, dans la première saison, c'était vraiment le pilier de la série. Ensuite, bah, c'est juste devenu un perso secondaire, voilà, un peu juste le mec amoureux de Eleven, et puis bah c'est tout. Voilà. Oui, il l'appelle le cœur du groupe, mais ouais, ça marche vite fait, quoi. Quand on voit Mike, entre la saison 1 et là, bah, il en a quand même perdu, hein. Il avait vraiment de la vraie importance au départ, contrairement à là. Mais le personnage est quand même assez cool à suivre, voilà. Donc, on le voit aller en Californie pour retrouver 11 et les Byers pendant les vacances, c'est plutôt sympa. Voilà. Et puis bah, petit à petit, ils se font attaquer par le gouvernement, ils arrivent à s'enfuir, et puis bon, bah, après, ils essayent de faire en sorte de retrouver 11. Voilà, jusqu'à ce qu'ils y arrivent. Malheureusement, je me suis endormi pendant l'épisode où ils retrouvent 11. Mais bon, c'est parce que j'ai enchaîné les 4 derniers épisodes, enfin 3 derniers épisodes qui me restaient 10 minutes d'avant, et les 3 épisodes des 3 derniers épisodes. Donc forcément, au bout d'un moment, j'étais KO, j'en pouvais plus. Mais voilà, j'ai loupé des petits morceaux. Mais voilà, ils finissent par se retrouver. Et puis, bon, bah, à part combattre Vecna à distance. Mais du coup, bah, c'est que Eleven qui fait les choses. Donc voilà. Mike pas servi à tant de choses que ça. Mais le personnage reste quand même assez intéressant. Parce que sans son amour pour, euh, pour 11, bah, du coup, tout le monde serait mort. Donc voilà. Dustin Anderson, et ben pour moi, ça reste encore une fois l'un des meilleurs personnages de la série. Je sais pas ce que les gens en pensent de ce perso, mais pour moi, ça reste l'un des meilleurs de la série, voire peut-être même le meilleur. Donc voilà, c'est le petit génie donc qui maintenant fait partie du club Hellfire là, euh, et qui voilà, le club geek pour jouer à Donjons et Dragons, et qui en fait va passer une grosse partie de la série à essayer d'innocenter Eddie, donc d'abord de le retrouver, voilà, pour l'innocenter, puis ensuite à combattre Vecna avec ceux qui sont toujours à Hawkins, voilà, en essayant de comprendre de plus en plus qui est ce dernier. Et bien entendu, celui qui débloque très souvent les choses, bah, c'est Dustin. Voilà, et c'est quand même très intéressant. Ce que je trouve dommage, c'est que forcément, la seule fois où on voit sa meuf, eh ben, lui, il est pas là, parce que c'est ceux qui sont en Californie qui vont voir sa meuf. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais, euh, mais voilà, le personnage de Destin est incroyable. Il va même avoir des petites scènes dans l'autre monde et tout. Enfin bref, moi j'ai beaucoup aimé le perso. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs. Son arc est assez sympa. Donc voilà, ses interactions avec Steve sont vraiment géniales. Moi j'aime beaucoup. Lucas Sinclair. Alors voilà, Lucas Sinclair, j'ai plutôt bien aimé son arc à lui parce que il est assez sombre. Voilà, on le voit d'abord avec les basketteurs, donc quitte un peu le côté geek, voilà, pour faire partie des gens cool.
Voilà, sauf que ça ne marche pas. Et ça, c'est assez cool. Jusqu'à ce qu'Eddie soit comment dire, accusé de meurtre par la populace. Et que là, bon, ben, il se dit merde, Eddie, c'est quand même mon pote. Et mes nouveaux potes veulent buter mon ancien pote. Bref, c'est un peu la merde. Et du coup, bon, bah voilà, il décide donc voilà, de trahir son groupe, ce qui fait qu'il va être traqué par ses anciens potes. Enfin, bref, c'est le gros bordel. Et ensuite, bah, il doit faire face au fait que sa copine est une des cibles de Vecna. Donc voilà. Et je trouve que son histoire elle est plutôt cool. Hein. Comme toi, je rentre pas trop dans les détails. Mais j'aime bien, tu vois, c'est le gars dont on s'est moqué toute sa vie parce que c'est un geek et qui, au final, voilà, veut juste faire partie des gens cool, veut changer, voilà, ne plus qu'on se moque de lui arrivé au lycée. Et malheureusement, bon, bah voilà, tout va très très mal tourner. Mais je trouvais que c'était plutôt sympa. William Byers, alors là, il a totalement perdu en utilité. C'est-à-dire que pendant toute la saison, il va quasiment tirer cette tronche-là. Et puis, bah, c'est tout. Voilà. Il ne sert à rien, à part dans le dernier épisode pour dire ah, regardez, j'ai encore mes petits frissons, mon spider sense. Vecna est toujours en vie, je le sens qu'il est encore là. Et en fait, il aura servi qu'à ça. Et oui, parce qu'en fait, tout le long de la série, c'est juste le mec qui est jaloux de Jane parce qu'elle est avec Mike et que lui non. Voilà. Et j'ai trouvé qu'en termes d'écriture, c'était totalement à chier. Voilà. Parce que bon, déjà, comme j'avais dit, dans la saison 3, on t'a juste balancé vite fait qu'il était gay, mais juste comme ça, à travers un petit dialogue, un petit échange, et puis c'est tout. On n'a jamais cherché à travailler réellement le personnage dans ce sens-là. En plus, il tombe amoureux de Mike, tu sais pas trop pourquoi Mike, alors qu'il ne se voit plus en fait. Il se parle plus, il se voit plus. Donc pourquoi est-ce qu'il est amoureux de Mike? Tu sais pas trop, hein. Enfin, je veux dire, moi, quelqu'un que je vois pas, je vais pas tomber amoureux de quelqu'un que je vois pas. Voilà, même si c'est quelqu'un avec que j'adorais, si la personne je la vois plus, je vais plus être amoureux, quoi. Enfin, voilà, bon, à part quand t'es déjà en couple, hein, je veux dire, mais voilà, quand t'es en flirt, et puis là, en plus, ils étaient même pas en flirt, enfin, c'est juste des amis, quoi. Enfin, bref. Et surtout, en plus, là, où, encore une fois, c'est très mal fait, c'est que, bah, en fait, à aucun moment, dans les 3 premières saisons, tu as des éléments qui montrent qu'ils s'intéressent à Mike. C'est-à-dire que oui, ils sont très proches comme amis, mais tu n'as rien qui te montre qu'il est amoureux. Que dalle. Et là, ça sort un peu de nulle part, pareil, voilà. Et du coup, ben, toute la série, il est juste là à faire une gueule de déprimé parce que ben, il est jaloux que Mike s'intéresse plus à sa meuf que à lui. Bref, c'est la grosse déception parce que Will était incroyable dans la saison 2, incroyable. Et là, bon bah, c'est clairement un des plus gros ratés de la série. Max, pareil, Max, c'est plutôt pas mal dans cette saison. Bon, déjà, elle a arrêté d'être la grosse féministe casse-couille hein, qu'on a bien suivi dans beaucoup de films et séries hein, des années 2020. Là, elle est redevenue un personnage, entre guillemets, normal. Alors oui, elle a son côté rebelle qui parle mal aux gens, mais elle avait déjà dans la saison 2, puisque c'est une meuf qui subissait des choses horribles au quotidien, et du coup qui avait ce côté rebelle pour repousser les autres. Chose où dans la saison 3 on avait rajouté l'aspect féministe qu'on a très vite enlevé parce que ça marche pas en fait. Voilà. Et du coup, le personnage redevient intéressant. Voilà, elle est traumatisée par la mort de Billy. Et du coup, Vecna en fait sa cible pour cette raison. Et du coup, c'est hyper intéressant. Voilà, tu as eu de la scène où elle est dans l'univers de Vecna, là, quand elle va faire ses adieux à Billy. La scène, elle est incroyable et tout, avec le petit ralenti, la musique, tout est nickel. Voilà, le personnage, tu sens qu'il est terrifié par ce qui va lui arriver, et en plus, Sadie Sink le joue super bien. Donc ça c'est cool. Euh, donc voilà, pas grand chose à dire non plus. Voilà, un bon arc, même. Bah, en fait, j'ai envie de dire, elle a remplacé Will. Parce que comme on disait dans la saison 1, Will il vivait des choses horribles en étant resté une semaine dans le monde à l'envers. Ce qui fait que dans la saison 2, on suivait encore ses traumatismes et tout ça, d'autant avec la présence du flagelleur mental. Et ici, ben, on a refait la même chose avec Maxine. Dans la saison 3,
Voilà, elle est traumatisée par la mort de son frère, et on suit ces traumatismes qui la poussent jusqu'à devoir faire face à Vecna. Donc ça, c'était plutôt cool. Donc je vais arrêter là pour Maxine. Ensuite, on a Nancy. Alors Nancy, c'est plutôt sympa, même si on fait un retour saison 1, donc ça c'est un peu dommage, parce que en fait Nancy, ça redevient la meuf, la petite intello, voilà. En fait c'est ça, ça redevient la petite intello, qui va redevenir une femme badass sur la fin. Et tu te dis, en fait, pourquoi dans cette saison 4, elle revit son parcours de la saison 1? C'est un peu bizarre, mais le perso est quand même sympa. Elle est un peu l'une des têtes pensantes de ceux qui survivent à Hawkins. Parce que d'un côté, tu as Dustin avec les jeunes, tu as Nancy avec les gens un peu plus âgés, et ensuite, quand tout le monde se regroupe, ouais, Nancy a quand même plus ce rôle de leader que les autres. Et qui lui va plutôt bien. Voilà, donc j'ai bien aimé le perso. Voilà, qui va pas mal aider, hein. D'abord, qui va avoir son côté journaliste jusqu'à ce que son pote se fasse tuer. Puis bon, ensuite, bah voilà, va enquêter sur Victor Krill, et puis ensuite sur Vecna, et puis bah, voilà, jusqu'à aller affronter Vecna en direct. Donc ça, c'était plutôt stylé. Mais moi, la seule chose qui me dérange, c'est qu'on retourne limite en saison 1, et vous allez comprendre pourquoi après. Jonathan Byers, pareil, petite déception, hein. Jonathan Byers qui fait pas grand chose pendant cette saison, qui globalement ne fait qu'accompagner. En fait, c'est un accompagnateur, c'est un animateur. Voilà, voilà, il se drogue, il fait pas grand chose, il suit les autres. Voilà, bon, comme c'est le grand frère, il a quand même ce petit rôle d'autorité. Mais voilà, le personnage est plus aussi cool que dans la saison 1. Voilà, ce qui est intéressant, c'est sa relation avec Nancy qui est sur le point de se terminer. Je serais pas étonné que saison 5, soit Jonathan meurt, soit leur relation se terminera. Voilà, on sent que les deux s'éloignent. Jonathan a décidé de ne pas aller étudier au même endroit que Nancy, ce qui fait que voilà, on sent que leur relation va se terminer, et soit par la mort de quelqu'un, soit les deux vont juste rompre. Et notamment, voilà, faut mentionner Steve, Steve, qui effectivement lui aussi a fait un retour saison 1 quasiment, euh, puisque en fait on est totalement reparti dans le triangle amoureux entre Nancy, Steve et Jonathan. Très clairement. Parce que bon bah là Jonathan il est en Californie, Nancy elle est à Hawkins, je sais même pas dans quel état c'est, je me souviens plus. Mais on sait qu'ils sont à plusieurs centaines de kilomètres les uns des autres. Et du coup, bah voilà, bah Steve, comme il chope pas de meuf, et ben en fait, il retombe amoureux de Nancy en ayant à survivre avec. Bref, on sait pas trop où on va avec ça, à part que pour moi, bah va falloir que soit Steve, soit Jonathan meurent dans la saison 5, et puis bah, que le survivant se mette avec Nancy, quoi. Au bout d'un moment, voilà, il va falloir mettre fin à ce triangle amoureux. Mais Steve est quand même assez intéressant dans la série, il prend des risques. Voilà, il a quand même des petites scènes badass, comme quand il va sous l'eau et qu'il se fait envoyer, il se fait agripper dans l'autre monde et tout. Bref, c'est sympa. Encore une fois, je maintiens que Steve aurait dû mourir à la fin de la saison 1, mais le perso reste quand même un des plus agréables à suivre. Il est plutôt sympa. Sa relation, surtout avec Dustin et avec Robin, le rendent plutôt attachant. En tout cas, c'est mon avis. Robin, pareil, je l'ai trouvé plutôt sympa, un peu fofolle et tout, mais plutôt sympa. Avec sa relation, en tout cas lesbienne, qui est beaucoup mieux travaillée que Will, hein, parce que bon bah elle déjà on nous l'a vraiment installée quand elle raconte son histoire dans la saison précédente, et ici on continue, voilà, en nous montrant cette fois la fille dont elle est actuellement en kiff, et voilà, on a des interactions avec cette fille-là, machin, et du coup c'est beaucoup mieux fait. Parce que bah, c'est pas juste bon bah je suis lesbienne et puis c'est tout. Non, on nous raconte comment elle s'est mise à s'intéresser aux femmes, voilà, comment elle essaye de s'approcher de Vicky, mais qu'elle sait pas trop comment s'y prendre, parce que bah après, comme dans une époque où être homosexuel, bah c'est pas super bien vu, bah elle ose pas non plus l'avouer et tout, bref, c'est plutôt intéressant de ce côté-là.
Là où Will, rien à foutre. Et en plus, pour Robin, ben, on a vraiment créé un personnage de Love Interest. Là où Will, on n'a même pas cherché à créer un Love Interest, hein. On s'est juste dit, bon, allez, il va tomber amoureux de son meilleur ami, puis on s'en bat les couilles. Vraiment, c'est une dinguerie à quel point les deux persos, en termes de relations amoureuses, tous les deux font un tel que LGBT, ne sont pas traités de la même manière, et ça, c'est catastrophique. Mais voilà, donc Robin, hein, voilà, elle a son nouveau travail avec Steve, hein, au magasin où ils vendent des DVD là, qui est plutôt sympa. Voilà, jusqu'à ce qu'il se lance effectivement sur enquêter sur Eddie, sur les meurtres et tout ça, et jusqu'à bon bah aller combattre Vecna à la fin. Donc voilà, son parcours est pas différent de celui de Steve, hein, c'est quasiment le même. De même que Steve ou de Nancy, puisque quand Nancy va enquêter sur Victor Krill, bah, elle y va avec Robin. Mais ouais, en tout cas, le perso, moi j'aime beaucoup. Après, je suis tellement fan de Maya Hawke que bon, bah, ça fait que je suis pas très objectif. Ensuite, Murray, c'était plutôt cool dans cette saison. Il a à nouveau une utilité, puisque bon, bah voilà, faut partir en Russie pour retrouver Hopper. Et du coup, bah, c'est lui qui sert. Bah de traducteur, hein, très clairement. Enfin, je sais plus comment on appelle, c'est pas d'interprète, voilà. Et c'est plutôt cool. Je trouve que le rôle lui va plutôt bien. Après, il est un peu trop dans l'humour. Des fois, ça m'a fait rire. Des fois, je trouvais ça un peu abusé. Genre le combat de karaté et tout là dans l'avion. Je trouvais ça pas ouf. Mais il y a des moments où j'aime vraiment bien. Genre le moment où il imite Yuri, j'étais mort de rire. Franchement, c'était trop drôle. Mais il y a des moments où il me cringe un peu. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, le perso reste sympa. Voilà, il est là, il aide pas. Enfin, il aide pas. Si, il aide, mais bon, tu sais pas trop pourquoi lui il est là, mais parce qu'en soi c'est pas non plus un ami des autres, mais bon, comme il connaît le russe, voilà, on vient le chercher et puis il fait les choses. Bon, il est sympa, mais c'est pas un perso que j'aime beaucoup plus que ça, quoi. Erika Sinclair, alors elle aussi je la supporte pas. Alors surtout je supporte pas sa voix française. Sa voix française est insupportable, mais le perso aussi est un peu insupportable parce que en fait quand les jeunes ils se font choper, Lucas, Max, il y a Lucas, Max et Lucas, ils se font choper parce qu'ils sont sortis après le couvre-feu, puisque bah, du coup, forcément, la police installe un couvre-feu au bout d'un moment, à force qu'il y ait des meurtres. Et le problème, bah, c'est que Erika, au début, elle va être en mode ah, je les balance, regardez, ils sont en train de vous mentir, machin, devant les flics. Et 2 secondes après, c'est en mode bon, bah maintenant que vous me dites toute la vérité. Non, mais t'es en mode, mais t'es trop conne, toi. T'es trop conne. Tu balances aux flics qui sont en train de mentir, donc techniquement, ils sont censés les tordre un peu plus l'interrogatoire. Et après, t'es en mode bon, bah maintenant, vous me dites tout ce que vous savez. En mode, mais ouais, t'es chelou. En fait, t'aurais pu juste les laisser mentir comme ça, les flics, ils se cassent. Et ensuite, vous, entre vous, vous voyez de ce que vous pouvez faire parce que tu veux t'impliquer dans le truc. Mais dire aux flics, ah, ils sont en train de vous mentir pour ensuite aller faire des conneries avec eux, enfin, je sais pas, c'est un peu chelou. Mais même le perso de base est tout le temps, elle est tout le temps arrogante, imbue d'elle-même. Franchement, ce personnage-là, je le supporte pas. Ensuite, on a Jason Carver, donc Jason Carver qui a un peu la place, hein, de Billy, saison 2-3, de Steve, saison 1. Donc c'est un peu ce mec insupportable, dangereux, mais qui ici a ses raisons, qui sont plutôt compréhensibles. Puisqu'en gros, dans la série, ils font mauvaise presse du monde geek, hein, en disant que c'est un monde satanique, machin. Et ce qu'en soi est pas faux, hein. Il y a une période, alors est-ce que c'était vraiment comme ça dans les années 80, je sais pas, mais en tout cas, il y a des périodes où être geek, oui, c'était vraiment mal considéré. Et la preuve étant que moi, mon enfance, j'ai grandi fin des années 90, début 2000, on était très très mal considéré quand on était geek, hein, voilà. Encore une fois, je ne rappellerai pas tout ce que j'ai vécu juste parce que j'étais geek, mais on n'était pas du tout bien traité par les autres étudiants, quoi. Enfin, les autres enfants plutôt, parce que on n'était pas des adultes, quoi. Bref. Et du coup, lui, il tombe dans toute cette propagande, il finit par y croire. Quand il apprend que sa meuf est morte dans le mobil-home enfin, le van d'Eddie, bah, du coup, il décide de le traquer. Quand, en plus, en présence d'Eddie, un de ses amis se fait tuer par Vecna, d'ailleurs, ami dont on a
On sait absolument pas pourquoi lui il se fait tuer. Enfin, je veux dire, pour le pote de Nancy et Cassie, ouais, non, Chrissy, bon, je sais plus, on avait des vraies raisons, tu vois, on est censé avoir un lien avec Max et tout. Là, t'as un mec, bon, allez hop, on nous en fait un quatrième et puis c'est tout. Euh, et du coup, voilà, lui il va voir ça, donc il va dire oh putain, il y a vraiment le diable que Eddie et son groupe ont ramené. Du coup, bon, voilà, ils vont aller, il va être très dangereux, très, voilà, il met comment dire, une ambiance un peu pesante sur les autres, et ça c'est plutôt cool. Voilà, notamment aussi sur Sinclair à la fin, voilà, quand il arrive à la maison de Ekrill et que voilà, il voit que Max et bah, il est possédé par Vecna. Bon, voilà, il est à deux doigts de tuer Lucas et tout. Bref, personnage plutôt sympa. Voilà, qui aura une fin un peu terrible, hein, mais bon, qui de toute façon, il devait mourir, hein. Ce genre de personnages-là sont censés mourir. Ensuite, on a Martin Brenner. Alors pour moi, Martin Brenner, c'est un retcon. C'est-à-dire que dans la saison 1, Martin Brenner est vendu comme le méchant. On le voit, voilà, tout ce qu'il fait, ça fait du mal à Eleven. Elle est enfermée quand elle réussit pas des trucs ou quand elle obéit pas. On l'oblige à faire des trucs qu'elle n'a pas envie, notamment sur des animaux et tout. Enfin bref, il passe vraiment pour une ordure. C'est vraiment le méchant. Pour retrouver Eleven quand elle s'est enfuie, il va jusqu'à tuer des gens et tout ça. Alors il le fait pas de ses mains, mais il envoie des gens tuer, comme tuer Benny, des gens comme ça. Et pourtant, d'un coup, là, dans la saison 4, bah, on nous fait comme si c'était un mec cool. Oui, ok, il a des méthodes dures, mais il a fait ça pour Eleven, il a fait ça pour elle, parce qu'il l'aime. Donc, voilà, finalement, c'est pas lui le vrai méchant. Donc, d'un coup, on te rajoute le personnage de numéro 1, qui sont un peu de nulle part, hein, parce que, ben, pendant la saison 1, on te parlait pas des autres. Dans la saison 2, on te parle de numéro 8, qu'on ne reverra absolument jamais. D'ailleurs, tu remarques que avec numéro 8, on te fait croire que ben, tous ces enfants-là ont des capacités différentes, alors qu'en réalité, ils ont tous absolument les mêmes capacités, sauf numéro 8. Et tu te dis, bah, du coup, en fait, pourquoi elle a un pouvoir différent? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que tous les gosses, qui sont au moins 17, ont des capacités identiques, sauf elle. Genre vraiment, j'aimerais qu'on m'explique. Parce que, voilà. Alors au final, en plus, pour expliquer qu'il n'y a que eux deux aujourd'hui, on a tué tous les gosses. Bon, ça c'est plutôt cool parce que c'est rare qu'on tue des enfants dans la fiction. Parce que, ben voilà, on se souvient, Hitchcock, voilà, ça avait fait polémique à l'époque. Donc on a depuis évité de tuer des enfants. Ça arrive de temps en temps qu'il y a des enfants qui sont tués dans des fictions, mais c'est de plus en plus rare. Bref. Mais voilà, Martin Brenner, en tout cas, il est là pour redonner des pouvoirs à Eleven, voilà, pour qu'elle puisse faire face au mal une fois qu'elle sera prête. Mais voilà, en fait, ouais, moi, j'ai du mal avec lui. En fait, j'ai du mal avec le fait, bon, je me doutais qu'il n'était pas mort, parce qu'encore une fois, il y a la règle immuable, hein, quand un personnage, tu n'as pas vu son cadavre, c'est qu'il n'est pas mort. La preuve ici, il n'était pas mort. Mais voilà, moi j'ai du mal parce que dans la fiction, enfin dans la série, en fait, t'as l'impression de voir quasiment deux hommes différents. Voilà, et puis en plus, on est là en mode oui, il fait ça pour toi, pour t'aider à comment dire, à être au max de tes capacités et tout. Enfin bref, c'est un peu en contradiction avec le personnage dans la saison 1. Alors il faudrait que je revoie pour vraiment me faire une idée des propos. Mais en tout cas, dans la façon qu'il est vendu, on est très clairement en contradiction. Parce que d'abord, il est vendu comme un méchant, et ici, il est vendu comme une aide qui va lui permettre de récupérer ses pouvoirs pour affronter Vecna. Donc, dans tous les cas, il y a une contradiction entre la saison 1 et la saison 4 par rapport à lui. Bon, Sam Owens, il est toujours là, pas non plus des plus intéressants. Voilà, c'est lui qui va amener Eleven au labo secret et qui va un peu s'opposer à Brenner quand il est un peu trop dur dans ses décisions, puis bah, que Brenner va suivre, et puis voilà. Enfin bref, il sert pas à grand chose. Par contre, je sais pas si lui il meurt. Ce Brenner il se fait tuer, ça je m'en souviens.
Mais je me souviens pas si Owen il se fait tuer. Je j'ai pas totalement vu parce que je me suis endormi sur ces moments-là et je me suis réveillé. Pardon. En fait, je me suis réveillé quand Brenner se faisait tirer dessus, donc voilà. Donc Owens, je sais pas comment il finit. Argyle, j'ai pas aimé. Argyle, j'ai pas aimé du tout. Voilà, c'est juste le mec qui travaille dans une pizzeria, qui est drogué, qui se drogue avec Jonathan et qui va bon, bah, découvrir le monde à l'envers en traînant avec les bailleurs. C'est surtout parce qu'ils ont besoin de lui pour fuir un endroit. Bref. Et voilà. En fait, le personnage amène l'aspect comique de la série. Voilà, c'est le personnage comique assumé, sauf que sur moi, il ne fonctionne pas. Je sais pas, son humour, c'est pas du tout mon délire. Bah, moi, j'ai pas été plus fan que ça du perso. Voilà. Donc après, il a quand même un perso quand même utile, assez intéressant, euh, mais, euh, mais je l'ai pas aimé plus que ça. Voilà. Puis en plus, son seul intérêt, c'est d'avoir un van et puis à la fin de pouvoir posséder une des pizzerias pour que Eleven puisse aller affronter Vecna à distance. Mais à part ça, c'était pas le perso le plus intéressant, quoi. Eddie Munson, lui j'ai beaucoup aimé, surtout Eddie Munson, ils ont fait ce que la série aurait dû faire avec Steve à la saison 1. Et oui, c'est-à-dire que Steve, c'était la petite ordure qui a eu sa rédemption et qui aurait dû mourir avec sa rédemption, ça aurait été magnifique. Et là, Eddie Munson, c'est un peu le même délire, c'est-à-dire que le personnage est un personnage de lâche, voilà, qui fuit tous les dangers, voilà, qui est un peu chelou par rapport à ses délires de geek, et qui du coup va évoluer petit à petit. Il va prendre de l'assurance, il va aller dans le monde à l'envers. Bon, surtout parce que comme il disait, voilà, j'avais honte d'être tout seul sur le bateau. Alors que bon bah les deux meufs elles t'ont rejoint, donc il dit ça à Steve, et voilà. Mais ça va quand même l'aider à prendre de l'assurance, il va vraiment rejoindre le groupe pour détruire Vecna, et ça va causer sa mort. Et voilà, au lieu de fuir à nouveau comme il le faisait, il va finir par se battre et bah, faire la distraction qu'il fallait. D'ailleurs son petit solo de guitare était vraiment très stylé aussi. Mais voilà, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé le personnage avec une belle évolution et une mort qui lui rend justice, comme ça aurait dû être le cas avec Steve pour moi dans la saison 1. Voilà. Et une chose qui m'a fait bizarre, c'est que j'ai vu que l'acteur avait 30 balais. C'est-à-dire qu'à l'époque du tournage, il avait 28, à peu près 28 ans. Et c'est fou, comme à 28 ans, il passe crème pour un lycéen. C'est un truc de fou. L'acteur, il fait tellement jeune. Bon, après, il y a le maquillage et tout ça, hein. Mais, euh, mais c'est fou qu'il fonctionne bien dans le truc, quoi. Ensuite, on a Enzo. Enzo, plutôt sympa. Donc, Enzo, c'est un peu le pote que va se faire, que va se faire Hopper en prison. Puisque Enzo est d'abord gardien de prison, qui veut se faire des thunes, voilà, et pour ça, il se dit, bon, bah, tac, euh, on prend de l'argent aux Américains, on fait évader Hopper, et puis nous, après, on fait notre petite vie avec notre pognon. Sauf qu'il va être trahi par Yuri, et il va du coup se retrouver en tant que prisonnier, et ça c'était plutôt cool, et du coup avec Hopper, ils vont continuer à comploter pour rester en vie et s'en sortir. Voilà, donc personnage plutôt sympa, même si effectivement lui, il n'aura pas spécialement affaire au démon Gorgon, puisque bon, ils vont tomber sur le premier, mais ils vont réussir à s'en sortir, mais il ne reviendra pas dans la prison comme ça après. En tout cas, c'est le genre de personnage voilà, que je trouve intéressant parce qu'on n'est pas dans une série où on te dit ah, tous les Russes sont méchants, tous les Américains sont des héros. Non, il y a de la nuance. Lui, c'est un gentil russe. Chez les Américains, là, tu as le sorte de général qui est un connard. D'ailleurs, je sais même pas comment ça se termine avec lui. Mais, euh, mais voilà, donc on a des nuances et ça, c'est plutôt cool.
Voilà, parce que la série aurait très bien pu partir vraiment dans un délire en mode tous les Russes sont des connards, et puis voilà, ils auraient été capables de faire ça, hein. Donc voilà. Ensuite, on a Yuri Ismailov, donc qui était sympa comme perso, euh, assez drôle, avec toutes ces petites trahisons, voilà, toujours chercher à trahir, et machin. Bon, il était sympa, mais il sert pas à grand chose non plus. C'est-à-dire qu'en fait, il est juste là comme moyen de transport, et puis c'est tout. Voilà. Franchement, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, hein. Lui, il est réduisible en deux mots: trahison, avion. Enfin, oui, transport. Donc voilà. Mais bon, l'acteur joue très bien. D'ailleurs, comme la plupart des acteurs de la série, ils jouent tous très bien. Mais c'est vrai qu'il n'est pas beaucoup plus utile que ça. Ensuite, on a Calvin Powell. Alors lui, je l'ai mis parce que bon, bah voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Il va juste remplacer Hopper après la mort de Hopper. Mais je tenais à le mettre parce que j'étais content, parce que Rob Morgan, c'est un acteur que j'aime bien, qui jouait dans les séries Marvel Netflix, voilà, qui était ce criminel. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que là-bas, il jouait un criminel qui vendait des armes et tout, qui à chaque fois se faisait attraper par tous les héros des 3-4 séries, parce que je suis pas sûr qu'il ait apparu dans toutes, mais c'était quand même assez marrant. Et puis là, il est en mode shérif et tout, c'est très drôle. Je l'avais jamais mentionné avant, mais c'est un acteur, voilà, pour qui j'ai de la sympathie grâce à Daredevil et tout ça. Donc voilà. Mais voilà, pas grand chose de plus à dire, hein. Il essaie de faire maintenir l'ordre dans la ville, et puis c'est tout. Et normalement, on termine sur Vecna, donc numéro 1, ou je sais plus son vrai nom, Henry ou un truc comme ça, incarné par Jamie Campbell Bower, qui est vraiment pas mal. Dans la partie des flashbacks, j'ai trouvé le passage plutôt cool. D'abord proche de Jane, voilà, en train de s'opposer un petit peu aux décisions de son père et tout. Il manipule un peu Jane, voilà, et petit à petit, il va révéler sa véritable identité, voilà, et notamment en ayant manipulé Jane, en retirant ce qui l'empêche d'utiliser ses pouvoirs, et bah, du coup, il va buter tout le monde. On va se rendre compte que finalement, les cauchemars que fait Jane, en fait, c'est pas elle qui a produit tous ces meurtres, mais bien Vecna à l'époque où il était encore humain. Et, euh, et voilà, donc ils vont tous les deux s'affronter, c'était plutôt sympa. Et du coup, Jane va ouvrir le passage entre les deux mondes en butant le numéro 1. Qui du coup ensuite va revenir en Vecna. Donc la forme est plutôt sympa. Alors en fait, j'aime beaucoup son haut du corps. Après, le reste, j'ai un peu de mal, genre le gros bide et tout. Enfin, tu t'attends à un méchant charismatique et voilà, je sais pas, tu vois, il a une tête. Tu vois, en fait, surtout que en fait, son corps est pas logique, c'est-à-dire qu'il a un haut du corps très fin. Voilà, quand tu vois ses joues, elles sont plutôt creuses et tout. Et puis à côté de ça, il a un gros bidon et tout. Enfin, je sais pas, il est un peu bizarre. En fait, je pense que le personnage n'est pas totalement en image de synthèse, que je sais pas, il a un aspect particulier. Faudrait voir. Mais le personnage est quand même terrifiant. J'aime bien son côté, voilà, je torture un peu les jeunes avant de vraiment aller les buter. Et ensuite, bon bah quand il les tue, les scènes sont spectaculaires avec tous les os qui se brillent, la bouche là, les yeux qui rentrent dans la tête et tout. Enfin bref, c'est assez stylé. Voilà, Vecna est quand même assez stylé. Son monde est plutôt stylé, tout en rouge et tout. Bon, après, son plan, tu comprends pas trop, hein, parce que son plan, c'est de tuer 4 personnes, parce que quand il tue quelqu'un, ça crée un portail vers le monde du dessus. T'apprends que c'est lui qui a envoyé les démons gorgons et tout. Alors, le rapport avec le flagellant mental, on comprend pas trop si lui il travaille pour le flagellant mental ou si c'est l'inverse. Bon, ça, j'ai pas trop compris. Mais en tout cas, on comprend que les emmerdes, c'est lui qui est derrière ça depuis le début. D'ailleurs, dans la saison 2, dans les scans du cerveau de Will, on avait déjà eu un pré-shot, puisque bah, son cerveau était mondé tout en rouge, qui formait le visage de Vecna. Donc voilà. Donc en fait, je pense que Vecna était prévu depuis longtemps, mais qu'en cherchant à lui donner des origines, ben, ça a un petit peu détruit les origines de Eleven. Parce que bon, quand tu te dis qu'en fait, la seule chose de toute sa vie qu'elle a oubliée,
c'est comment dire, Vecna, c'est un peu gros, quoi. Surtout qu'on nous dit, oui, mais c'est tellement traumatisant qu'elle a fait un traumatisme, machin, elle a oublié. Ben oui, mais en fait, toute sa vie est un traumatisme, en fait. Elle a passé sa vie à se faire bully, à subir des expériences, à être enfermée dans une pièce, machin, enfin bref. La seule personne qu'elle avait du réconfort est partie, sans compter qu'elle-même, son seul souvenir de sa mère, c'est voilà, d'être enfin, penser qu'elle est laissée à l'abandon. Enfin bref, toute sa vie est un traumatisme. Donc au bout d'un moment, faut pas nous dire oui, mais là, non, toute sa vie est traumatisante. Donc pourquoi elle se souvient de tout ce qui est traumatisant, sauf ça? C'est pas logique. Et donc tu sens que par contre, les origines de Vecna n'ont pas été prévues pendant la saison 2. Ils avaient prévu la créature, mais à mon avis, ils n'avaient pas prévu de lui donner les origines humaines. Donc voilà. Mais bon, Vecna reste quand même plutôt sympa, c'est un danger plutôt sympa. Après, son plan, voilà, à voir ce que ça va donner. Parce que pour l'instant, on n'y comprend pas grand-chose, hein. Oui, ok, quand il a réussi à tuer ces 4 personnes, bon bah voilà, les 4 points sont rassemblés, ça a détruit le truc, mais enfin ça fait des dégâts dans la ville, mais voilà, sans plus en fait. Pour l'instant, il se passe rien. Donc voilà, bon, comme il dit, oui, il est blessé, faut qu'il se ressource, machin. Mais qu'est-ce qui empêche les autres créatures de traverser le portail maintenant qu'il est gigantesque? Il n'y a rien techniquement. Donc bon, on verra. Donc voilà. Donc on va conclure. Donc dans la globalité, cette saison était très très cool. Elle a énormément rattrapé toute la merde de la saison 3. Surtout l'ambiance, qui était clairement mieux. Donc là, j'ai beaucoup aimé et pourtant, c'était pas gagné. Au début, je voulais pas regarder cette saison-là. Quand j'ai fini la saison 3, j'avais du mal à me lancer sur la 4. En plus, quand tu vois la taille des épisodes, ça donne encore moins envie de te lancer, hein. Quand tu dis chaque épisode c'est 1 heure, 1 heure et quart, l'épisode final c'est 2 heures et quart, tu dis pff, j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Et finalement, une fois que je me suis lancé dedans, bah, en fait, je pouvais plus m'arrêter, hein. Je crois que je suis tout maté en 3 jours, hein. J'ai dû voir 3 épisodes un jour, 3-4 épisodes un autre jour, et puis bon, bah, l'épisode final, lui, je l'ai fait en matinée. Donc ouais, en 3-4 jours, j'ai tout fini. Alors que la saison 3, j'ai eu du mal, hein. La saison 3, j'ai eu du mal et il y a un épisode en moins, et les épisodes sont plus courts, hein. Donc au début, j'ai eu peur, et finalement, je suis rentré à fond dedans, c'était trop trop bien. Donc maintenant, j'ai hâte de voir la saison 4, malgré les défauts, parce que la saison 4 a quand même ses défauts, hein, mais je trouve que ils sont pas assez gros comme la saison 3 pour être une mauvaise saison. Voilà, moi j'ai quand même kiffé, et voilà, j'ai hâte de voir la fin. Entre deux, qu'est-ce qui va se passer? Donc entre deux, je vais sûrement faire une tier list des meilleurs et des pires personnages de Stranger Things, donc de la saison 1 à la saison 4. De toute façon, techniquement, dans la saison 5, il n'y aura pas vraiment de nouveaux personnages, donc on verra. Donc vous verrez les personnages que j'aime le plus, ceux que j'aime le moins, et puis voilà. Et je vais également faire une vidéo sur les théories. En cherchant les photos pour faire la vidéo, je suis tombé sur un, un site, bon c'est le site Topito, c'est clairement pas le meilleur site du monde, mais où aux 3 quarts de la série, enfin de la saison 4, ils avaient fait des théories sur qu'est-ce que pourrait être la fin de la saison. Et je me suis dit que ça peut être intéressant de réagir à ça. Bon, nous on sait comment c'est terminé, mais de réagir du coup aux théories, c'est aussi réagir à qu'est-ce que les gens s'imaginaient à l'époque. Et en vrai, je trouve ça hyper intéressant et je vous ferai une vidéo un peu réaction. Si je trouve aussi des théories sur les saisons précédentes, je pense que je ferai aussi. Voilà. Donc un peu ce qui viendra en attendant la saison 5 de Stranger Things. Donc voilà. À nouveau, une très bonne saison avec quelques défauts, notamment la conclusion. Je trouve que c'est plutôt une conclusion de série plutôt qu'une conclusion de saison. Parce que j'ai trouvé qu'elle était assez longue, la conclusion. Moi, j'aurais plutôt mis en fin de saison, quoi, plutôt en fin de série plutôt qu'en fin de saison. Mais ça reste plutôt efficace, parce qu'au moins, on voit vraiment ce que deviennent les gens. Bref. Donc, je vais m'arrêter. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à laisser un commentaire pour dire ce que vous pensez de la saison 4 de Stranger Things. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!